Bonjour François Hollande. Bonjour, Frédéric Caïssa. Merci d'être avec nous. Et puisque cette émission s'appelle Les Enfants de la République, une question simple. Est-ce qu'après 5 années passées à l'Élysée, on a la même conception et de la République et des valeurs de la République? J'espère bien que d'avoir exercé la plus haute des fonctions ne m'avait pas dispensé, avant de devenir président, de partager ces valeurs et de pouvoir toujours les promouvoir, les défendre après avoir quitté l'Élysée. Je pense qu'il y a sûrement une conscience que ces valeurs sont menacées beaucoup plus fortement qu'on ne l'imagine quand cette responsabilité est confiée. Elle me l'a été pendant 5 ans, mais l'engagement, lui, ne change pas. Alors, on va en venir à votre parcours, François Hollande. Votre père était un médecin favorable à l'Algérie française. Votre mère, une assistante sociale catholique de gauche. Alors vous, en 74, vous êtes diplômé de Sciences Po, je ne me trompe pas, 74. C'est bien ça. Ensuite, c'est la HEC, après l'ENA, promotion volontaire en 1978, la Cour des comptes en 1980, avant d'entrer comme chargé de mission de François Mitterrand à l'Élysée en 1981. Ce parcours d'études vous a sans doute structuré, mais je suppose aussi que vos parents ont indéniablement leur place dans la somme des choses apprises. Lesquelles, aujourd'hui, vous viennent à l'esprit? D'abord, mon père comme ma mère étaient des citoyens qui s'intéressaient à la vie publique. Donc j'ai eu la faveur de pouvoir, avec eux, écouter les informations. À l'époque, c'était la télévision et il n'y avait qu'une seule chaîne. Une seule chaîne, hein. Et la radio, et de participer silencieusement à leurs échanges. Comme vous l'avez rappelé, ils n'étaient pas nécessairement d'accord, ils venaient d'horizons très différents, mais ils m'ont, l'un et l'autre, l'un, mon père, parce que je me suis construit aussi contre ce qu'il pouvait parfois défendre. Et ma contre, mère... et contre violemment? Non, pas violemment, mais j'ai essayé de comprendre ce qu'il défendait. J'ai pu ensuite exercer mon libre arbitre. Parce qu'il faut rappeler pour nos éditeurs quand même que votre père, vous me direz si je me trompe, a été candidat sur une liste d'extrême droite proche de Tixier-Villancourt. Il était candidat à Rouen sur une liste, disons, à l'époque anti-gaulliste et proche de l'Algérie française. Et je ne sais pas si Tixier-Villancourt était partie prenante, mais en tout cas, il était sur cette ligne-là. Moi, j'étais spectateur, j'avais un âge de 4 ans, 5 ans à ce moment-là. Je n'étais pas en état de juger, mais ensuite, je me suis intéressé. Pourquoi mon père, un homme que je respectais, avait été jusque-là? Qu'est-ce qui avait justifié ce parcours? Pourquoi? Alors même qu'il n'avait aucun lien avec l'Algérie. Alors? Et j'ai compris que c'était parce qu'il pensait que c'était la grandeur de la France, alors que le colonialisme, la présence de la France en Algérie, qui avait pu à un moment correspondre, sans doute pour ceux qui s'étaient engagés dans cette voie, à une grandeur de la France, en fait l'avait rétréci, puisque ça avait conduit la France à être jugée par l'ensemble des institutions internationales comme un pays qui ne respectait pas le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc voilà, mon père, d'une certaine façon, par l'opposition que je pouvais lui apporter progressivement, m'a construit. Et ma mère, qui était l'assistante sociale dans une usine à Rouen, notamment au moment des événements de mai 68, m'expliquait ce qu'étaient les revendications ouvrières, pourquoi des gens avaient décidé de faire grève. C'était assez surprenant pour un préadolescent de 12 ans que j'étais, ou 13 ans. Et elle me donnait cette vision de la classe ouvrière, comme on disait à l'époque, et dans une période où il y avait beaucoup de croissance, comment ils trouvaient qu'ils n'avaient pas leur part. Donc je dois à mes 2 parents cette ouverture à la conscience politique. Puis ensuite, je me les suis construite personnellement. Alors, les études. Et puis, 80, vous rentrez à l'Élysée comme conseiller technique. Est-ce que quand vous entrez à l'Élysée, un peu à la façon d'Emmanuel Macron, vous dites je veux être président de la République? Non. D'abord, je crois que peu de nos éditeurs, ceux qui ont, disons, moins de 50 ans, ne se rendent pas compte de ce qu'a représenté la victoire de François Mitterrand. Le 10 mai, hein? Le 10 mai. C'est-à-dire pour la première fois depuis 1958, la présence d'un président de gauche au sommet de l'État, et de l'alternance qui paraissait inaccessible. Donc quand je viens, après la campagne à laquelle j'ai participé, comme plume, comme
écrivains de notes dont je ne savais pas si elles accédaient à François Mitterrand. Je remercie d'ailleurs Jacques Attali de m'y avoir associé. Quand j'arrive à l'Élysée, je viens comme un militant, c'est vrai, haut fonctionnaire, mais qui vient participer de cette victoire et qui vient essayer de comprendre ce qui va se produire en spectateur plus qu'en acteur, il faut bien le dire. D'ailleurs, vous parlez de Jacques Attali. C'est intéressant de parler de lui parce que quelque part, Jacques Attali, on peut dire, ou vous me direz si c'est le cas ou pas, c'est un découvreur de talent présidentiel. Il a été donc conseiller de Sherpa de François Mitterrand, mais vous avez travaillé avec lui, Ségolène Royal a travaillé avec lui, Emmanuel Macron a travaillé avec lui. Oui, et puis beaucoup d'autres ont travaillé avec lui, qui ne sont pas tous devenus présidents. Mais je dis découvreur de talent présidentiel. De talent présidentiel, je crois que c'est la suite des événements qui en décide. Mais il fait partie de ces personnes très précieuses dans la République qui n'hésitent pas à donner une chance à des talents qu'il reconnaît pour qu'ils puissent servir ensuite, j'allais dire, les pouvoirs existants. C'est pas de l'élitisme, parce qu'on pourrait croire que c'est aussi cette forme de cooptation, c'est de la part de Jacques Attali la compréhension qu'il faut transmettre et qu'il ne faut pas toujours essayer d'être le seul sur la place et sur le devant de la scène. Et c'est vrai qu'il a toujours permis à des jeunes qui sont devenus moins jeunes après d'être associés aux responsabilités du pays. Et il en manque des gens comme ça aujourd'hui ? Oui, il en manque. C'est très important, les découvreurs, les facilitateurs, les femmes et les hommes qui vont non seulement repérer, mais donner ensuite la possibilité à des plus jeunes qu'eux d'agir. Et qui n'en ont pas peur. Parce qu'il y a toujours ça chez... Ils ont peur de la rivalité. Oui, peur de la rivalité, du remplacement. Et oui, le remplacement, il fait partie Alors, justement, de la vie. Et vous n'avez pas eu peur de ça ? Parce que certains proches de vous disent, est-ce que François Hollande était vraiment fidèle en amitié ? Est-ce qu'il a fait monter une génération pour qu'il joue un rôle après lui ? Oui. Et il dit ça en se disant, non, c'est pas le cas. Écoutez, quand on regarde le gouvernement tel que je l'avais constitué, il y a de nombreuses personnalités qui, à mon avis, étaient de grandes valeurs, qui le sont encore, et qui mériteraient d'avoir encore... je pense à Myriam El Khomri, Mathias Fekl, Najat Vallaud-Belkacem, Emmanuel Cos, enfin ça faisait partie. Mais on les a oubliés tout cela. Oui, mais je pense qu'ils reviendront d'une façon ou d'une autre. C'était des gens de grand talent. Je ne parle pas de Bernard Cazeneuve, dont chacun peut apprécier les compétences et Manuel Valls. Et aussi la sûreté. Manuel Valls, il existait politiquement avant moi, si je puis dire. Mais voilà, le rôle, et François Mitterrand l'avait aussi parfaitement compris, parce que quand on regarde les personnalités qui ont émergé, dans un premier temps, Laurent Fabius, Lionel Jospin, puis après, Martine Aubry, Ségolène Royal, Élisabeth Guigou, et moi-même, et beaucoup d'autres. Et voilà, c'est le rôle d'un président ou d'un chef de parti, quand il ne peut pas accéder à une autre fonction, de permettre l'arrivée d'une nouvelle génération. Alors, on va poursuivre sur votre parcours, François Hollande. Quelle place ont eu les femmes dans votre vie, qu'il s'agisse de votre mère, vous en avez parlé un instant, de Ségolène Royal, de Valérie Trierweiler ou de Julie Gaillet? Quelle place? Bon, d'abord, ma mère, je vous en ai confié ce qu'elle a pu elle-même représenter pour moi. C'était une femme qui était généreuse, qui était curieuse, qui était ouverte au monde, qui était joyeuse. Voilà ce qu'elle m'a transmis. À la fois la conscience de grandes inégalités, de misère et de douleur. Par exemple, ma mère, après avoir été assistante en usine, nous habitions Paris, était devenue assistante sociale de la mairie du 16e arrondissement. Mmh. J'avais à ce moment-là une vingtaine d'années, et ma mère m'avait dit, voilà, je découvre, enfin je le savais déjà, combien l'inceste peut toucher tous les milieux sociaux. Déjà à l'époque, toutes les familles. Mmh. Et elle était elle-même confrontée à cette réalité. Et donc elle était, vous l'avez dit, dans le 16e. Hein. Elle était dans le 16e. C'est pas un arrondissement populaire de Paris. C'est le moins qu'on puisse dire. Mmh. Et elle me disait que des familles très installées, très reconnues, de très hauts revenus, ou en tout cas de grandes traditions, y compris sur le plan religieux,
pouvaient être touchés par les agressions sexuelles et l'inceste. Donc voilà, ma mère, elle m'a conduit très tôt à prendre conscience de la réalité. Et alors, puisque vous parlez de ça, l'actualité, dans l'actualité, on parle beaucoup de ça avec l'affaire Duhamel. Quel regard vous portez là-dessus? Vous avez connu Olivier Duhamel. Ben justement, Il a été député européen pendant que vous étiez, je crois, premier secrétaire du PS. Hein, on peut connaître des personnes, repérer leurs qualités, leurs talents, et Olivier Duhamel est regardé comme un des meilleurs constitutionnalistes, sans mesurer qu'ils peuvent avoir des comportements incestueux ou sur le plan des agressions sexuelles inacceptables. Ça fait partie de ce qui est refoulé. Et qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit de la société? Et qu'est-ce que ça dit quelque part? Parce qu'il y a un procès qui est fait, c'est la gauche post-68 art qui est au milieu de ça. Qu'est-ce que ça dit de la société, peut-être de la gauche? Mais c'est peut-être une question provocatrice, mais qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais justement, je vous ai répondu par ma mère. Et je vous ai répondu sur une période qui était bien antérieure à tout ça. C'est-à-dire que l'inceste, les agressions sur les mineurs, les conflits dans les familles, qui peuvent aller jusqu'à des violences, tout ça a toujours existé dans tous les milieux, dans tous les quartiers et dans toutes les périodes. Le fait nouveau, maintenant, et cette affaire de ce point de vue peut être utile, c'est que la parole se libère, que les personnes qui ont été victimes, qui ont à un moment tué ou étouffé leurs blessures, aujourd'hui les révèlent. Et c'est ce qui permet à d'autres, ensuite, de pouvoir témoigner des agressions qu'elles ont pu subir ou de l'inceste qui a été, hélas, pour ces personnes-là, le drame de toute leur vie. Est-ce qu'il faut changer la loi? Oui, il faut changer la loi, oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il y a... Donc, par rapport à la pédophilie. Il y a justement le fait de pouvoir mettre la minorité sexuelle à 15 ans, et non pas à 13 ans. Voilà, donc il faut aller jusqu'à 15 ans. Pour faire qu'une relation entre un adulte et un mineur ou une mineure de 15 ans puisse être reconnue comme un fait délictueux. Imprescriptibilité ou pas des crimes d'inceste? Je pense que pour l'inceste et pour les agressions et les violences, les viols les plus graves, la question de la prescriptibilité se pose. Se pose, et vous y êtes favorable ou pas? Je pense qu'à certaines conditions, nous devons y aller. Alors on poursuit, donc je vous avais dit, quelle place ont eu les femmes dans votre vie? Vous avez parlé de votre mère, Ségolène Royal, Valérie Trierweiler, Julie Gaillet. Ségolène Royal, nous sommes connus à l'ENA, nous avons eu nos premiers engagements. Au cours d'un stage, il me semble. Oui, c'est vrai. Nous avons connu nos premiers engagements ensemble. Nous avons participé ensemble à la campagne de François Mitterrand en 1981. Nous sommes entrés ensemble à l'Élysée. Nous sommes devenus ensemble députés. Elle dans les Deux-Sèvres, moi en Corrèze. Mais l'un est devenu président et pas l'autre. Hein. Donc c'est ça. Et oui, c'est la mère de vos enfants. Elle a été candidate et nous avons fait ensemble 4 enfants. Donc ça veut dire que les liens, même si nous ne vivons plus ensemble aujourd'hui, sont toujours forts. Quel regard vous portez sur son parcours et sur son évolution? Son parcours est exceptionnel parce que elle a plusieurs fois raconté. Elle est d'une famille où l'autorité paternelle était très forte, où il a fallu s'en dégager et où elle a fait son chemin elle-même, scolaire, universitaire, et où elle a une carrière à la fois administrative et politique de très haut niveau. Elle n'est pas devenue présidente de la République parce que, à mon sens, c'était très difficile en 2007 pour la candidate socialiste, comme pour tout candidat socialiste. Même si ça avait été vous, parce que ça aurait pu être vous, ça aurait pu être vous. C'était le même résultat. Mais ce que je vous dis, c'est donc, ça c'était il y a combien? Il y a 15 ans, plus de 15 ans? 14 ans. 14 ans, voilà. Aujourd'hui, elle a un parcours qui est un peu étonnant. Quel regard vous portez sur ce parcours? Non, elle a décidé d'arrêter un moment la politique active, après avoir été ministre dans un gouvernement, le mien, et elle a décidé de prendre une responsabilité, ça a été son rôle d'ambassadrice des pôles,
peut-être veut-elle revenir dans la vie politique plus On active. parle d'elle comme sénatrice des Français à l'étranger. Voilà, je pense qu'elle a toutes les qualités pour y parvenir. Donc, et Valérie Trierweiler? Nous avons eu une vie commune, là aussi. Elle a été très... Mais est-ce qu'elle a perturbé votre mandat présidentiel? Vous savez, une séparation perturbe toujours, donc je ne veux pas y revenir. Mais il faut toujours garder les moments les plus fructueux, les plus utiles, les plus heureux, avant de regarder ce qui a pu séparer un couple. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, avec Julie Gaillet, vous êtes un homme heureux. Oui, ça ne veut pas dire que je ne l'étais pas avant. Mais plus heureux peut-être qu'avant. Mais peut-être aussi parce que la période n'est plus la même et que nous ne sommes plus dans la lumière. Vous savez, c'est très difficile pour un couple d'être dans la lumière, d'être tout le temps harcelé, regardé. Et donc avec Julie Gaillet, qui a elle-même aussi une toute autre activité que la mienne. Je pense que ça compte. Parce que la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que c'est pas compliqué de faire de la politique en couple? C'est à la fois compliqué et aussi plus simple. Je m'explique. Compliqué parce qu'il peut y avoir des rapports d'incompréhension, de positions communes qui ne le sont plus, de différences dans les carrières de l'un et de l'autre. Mais c'est aussi tellement simple de comprendre ce que fait l'autre, de savoir quelles sont ses contraintes, quelles sont ses obligations, quels sont ses modes de vie. Donc c'est pour ça qu'avec Ségolène Royal, pendant des années, nous avons très bien su ce que faisait l'autre et pourquoi il le faisait. Alors Julie Gaillet, vous êtes plus heureux aujourd'hui? Non, heureux? Je ne dis pas que ce n'est pas un problème de hiérarchie de bonheur, c'est qu'avec Julie Gaillet, elle a sa propre vie de productrice, de comédienne, que je suis, et moi-même j'ai plus de temps peut-être à consacrer d'une manière générale à ma famille, parce que ça a été aussi tout au long de ces années, alors que mes enfants demandaient de la présence de leur père, comme de leur mère, mais leur mère était très attentive, leur père parfois plus absent, donc je consacre plus de temps à ma compagne et à ma famille. Alors, je ne vais pas revenir, François Hollande, sur les polémiques autour de la crise sanitaire, mais il faut en parler, parce que force est en tout cas de constater que le moment que nous vivons est exceptionnel. Je pense que vous le constatez aussi. Est-ce que cette crise sanitaire, elle bouleverse tout, François Hollande? Oui, elle bouleverse ne serait-ce que notre propre vie. Vous m'avez accueilli avec un masque, nous respectons des gestes sanitaires depuis presque un an. Nous sommes confrontés à ce virus. Nos libertés ont été pour un temps suspendues. Je parle de la liberté la plus essentielle qui est d'aller et venir. L'économie a été profondément affectée. Nous avons autour de nous des personnes vulnérables dont certaines sont décédées. Moi-même, j'ai perdu mon père dans cette période. Et c'est dur d'ailleurs, puisque vous parlez aussi à nos auditeurs, c'est dur de ne pas pouvoir assister à la fin d'un parent. Oui, ça m'a été... Parce que c'est ce qui vous a été... Ça m'a été très c'est ce que vous avez vécu. Et je pense que ça l'a été encore davantage pour mon père. C'est-à-dire que être déjà dans un établissement, un EHPAD, de ne pas avoir de relations sociales autant qu'on en voudrait, et de finir sa vie seul dans une chambre, accélère sans doute à un moment l'envie de partir. Mon père n'était pas spécialement affaibli, mais il se trouve que, je ne sais pas si c'est le virus qui a eu raison de lui, mais il avait sûrement perdu, à cause de l'éloignement qui lui était imposé, et du fait que je n'étais pas autant que je l'aurais voulu à ses côtés, puisque je ne pouvais pas aller le visiter. Il avait sans doute perdu un moral qui lui avait été très précieux en d'autres temps pour tenir bon. C'est une et je pense que beaucoup de familles, oui, beaucoup de familles ont vécu ce que je vous confesse aujourd'hui, c'est-à-dire de ne pas pouvoir accompagner son père, sa mère, son proche, parents, jusqu'au bout, de ne pas pouvoir les visiter. Donc, j'ai appris son décès par le médecin de l'établissement, qui a pris les formes qui convenaient, mais c'est toujours brutal. Et donc, de faire un enterrement avec pas plus de 8 ou 9 personnes, alors que j'ai des enfants qui ont heureusement pu être là, mais que beaucoup d'autres, ses amis, auraient voulu être également présents, alors même qu'on ne pourra pas lui rendre hommage avant longtemps.
Donc tout ça est douloureux. Donc on vit une période à l'évidence exceptionnelle, et puis aussi parce que nous sommes dans une forme d'incertitude. C'est pourquoi je crois que le rôle de chacun, c'est d'essayer de fournir des perspectives, de montrer qu'il y a de l'espoir. Je pense aujourd'hui à tous ces jeunes qui sont dans l'isolement, parce que c'est ça la grande question que pose cette période. Nous avons été privés de relations sociales, et pour beaucoup de jeunes, privés de toute relation possible, y compris avec des proches. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Et donc, ça implique une solidarité. Aussi bien par rapport à ce qu'on doit faire pour eux. Ça implique une nouvelle l'avenir. solidarité. On a montré beaucoup de solidarité à l'égard des personnes âgées, même si elles ont été exposées. On a montré de la solidarité à l'égard des salariés, des travailleurs, des entrepreneurs, puisqu'il y a eu des mécanismes, et heureusement, de chômage partiel et de compensation des pertes d'exploitation. Et on n'a pas assez montré de solidarité. Alors, justement, il y a un débat en ce moment là-dessus. Qui monte dans le pays à propos de la crise, donc autour de la crise sanitaire, et du fait que l'on sacrifierait toute une jeunesse pour sauver les anciens. Est-ce que c'est un débat qui est un vrai débat? Non, c'est un faux débat. Ouais. Un débat qui vise à diviser la société française. De faire que, finalement, la protection des uns se ferait au détriment des autres. C'est tout le contraire de l'idée de solidarité. Toute notre organisation sociale, elle a été fondée sur la solidarité entre les générations. Les actifs payent les retraites des inactifs. Les actifs payent pour que les jeunes puissent être scolarisés et puissent suivre un parcours universitaire pour ceux qui le peuvent. Donc, si on met en cause cette solidarité entre les générations, on altère l'organisation même de notre société. Et du modèle français. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on a eu raison de donner priorité à la santé des plus fragiles. On a eu raison, et le gouvernement, de ce point de vue, a pris au moins en urgence les bonnes dispositions. Donc de vacciner, par exemple, en priorité les gens qui sont dans les EHPAD. Oui, et les plus de 75 ans. Et les personnels soignants qui les visitent. Donc, ça, je pense. Donc la stratégie vaccinale là-dessus est la bonne. Oui, les priorités sont les bonnes. Après, on a la question du délai de ces vaccinations, des retards qui peuvent être constatés. Mais bon, l'intention est bien la bonne. Et aujourd'hui, une fois qu'on a aussi assuré la solidarité à l'égard des personnes qui sont au travail, nous devons aller vers plus de solidarité à l'égard des jeunes. Mais ça veut dire la raison pour laquelle je pense notamment pour les jeunes qui sont aujourd'hui en dehors de l'emploi et qui ont moins de 25 ans, une allocation jeunesse devrait être accordée à tous ces jeunes, de manière à ce qu'ils puissent, pendant la période où ils sont dans l'impossibilité ou de trouver un travail, compte tenu de la remise en cause d'un certain nombre d'emplois qui leur étaient jusque-là proposés, ou de pouvoir suivre leurs études dans de bonnes conditions, et qui souffrent non seulement de l'isolement, mais même de la difficulté de se nourrir. Ça veut dire quoi, un SMIC jeune ? Ça veut dire, alors, un SMIC, ça laisserait penser qu'il y a un salaire. Là, il ne s'agit pas de salaire. Le RSA peut donner l'impression que c'est de l'assistanat, alors que la mendicité, ça fait partie de ce que nous devons donner. Alors, est-ce que vous avez une somme en tête ? Oui, je pense que c'est une somme de 500 € qui doit être donnée pendant la période que nous connaissons. 500 € par mois, hein. Par mois, oui. Pendant une période d'urgence, à tous ceux qui sont dans l'impossibilité de travailler et qui suivent des études ou qui se trouvent en formation. 2-3 questions encore sur la période que nous vivons. Il y a eu des polémiques là-dessus. Est-ce que le Conseil de défense sanitaire est la bonne instance ? Vous avez été président de la République, vous savez ce que c'est. Pour prendre les décisions relatives à la crise sanitaire, est-ce que vous-même, vous l'auriez installé ? Et ce n'est pas un conseil de défense concernant le terrorisme, un conseil de défense sanitaire, a priori, sans les militaires. Hein. Oui, qu'il y ait un conseil auprès du président de la République, ça me paraît tout à fait légitime et nécessaire. Parce que la critique qui est faite, c'est que c'est un lieu qui serait secret, où les décisions seraient prises secrètement, et certains, ALR, LFI, même OPES, considèrent que c'est une instance peut-être antidémocratique. Est-ce que c'est le cas ? Remettons les choses au bon endroit. Le président de la République, je l'ai été, doit s'assurer, lorsqu'il a à prendre des décisions, d'avoir les avis les plus autorisés, les plus recommandés. Donc, il existait un conseil de défense pour les questions liées à la sécurité.
ce Conseil Et de notamment au défense, terrorisme. chacun en connaissait la composition. Les ministres qui y siégeaient, le Premier ministre d'abord, et aussi tous les hauts fonctionnaires qui contribuent à la sécurité du pays. Sur la question sanitaire, il peut paraître nécessaire d'avoir un conseil également, avec les ministres et le Premier ministre compétents, et d'avoir autour du président de la République les hauts fonctionnaires et les principales autorités qui peuvent contribuer à assurer la sécurité sanitaire des Français. Est-ce qu'il fallait appeler ça Conseil de défense? Sûrement pas, il fallait appeler ça un conseil sanitaire. Mais est-ce que c'est le terme qui ne va pas, ou est-ce que c'est la solution qui a été choisie qui ne va pas? La solution d'avoir un conseil, je vous l'ai dit, me paraît judicieuse. Il existe des conseils interministériels sur chaque grande décision publique, donc c'est tout à fait la bonne approche. Après, ce qu'il faut, c'est de trouver le nom approprié, et deuxièmement, donner une certaine transparence, c'est-à-dire dire qui compose ce conseil, ça me paraît l'évidence, et donner les actes de conclusion de ce conseil. A priori, les actes sont indiqués le jeudi, au moment de la conférence de presse du Premier ministre de la Santé. Pour ne pas laisser penser que c'est l'opacité ou que c'est un lieu mystérieux. Je crois qu'il n'y a pas de mystère de ce point de vue, mais plus on donne la composition, on donne la fréquence et on donne les actes qui sortent de ce conseil, je pense que ça améliorera l'état démocratique de notre pays. Deuxièmement, je pense qu'il faut beaucoup plus associer que ça n'a été fait, même si il y a eu quelques avancées ces derniers jours, les élus locaux, les groupes parlementaires et les forces vives de la nation. Je pense notamment aux employeurs et aux syndicats. Et le président qui doit décider doit aussi associer les forces vives du pays. Est-ce que, une question qui peut vous concerner aussi, puisque vous avez été président, et c'est un État qui remonte à quand même un certain nombre d'années, pourquoi la France a manqué de lits dans les hôpitaux, notamment en réanimation, de masques, de tests? Est-ce que quelque part vous vous sentez un peu responsable? J'ai déjà exprimé là-dessus. Je pense que tous ceux qui ont gouverné le pays depuis des années sont forcément à un moment responsable de ce qui n'a pas été fait ou suffisamment fait. Mais enfin, moi j'ai aussi Vous allez me dire, j'ai hérité de quelque chose, c'est ça? Non, je ne peux pas dire ça. On hérite toujours de quelque chose ou de quelqu'un. Mais j'ai aussi la fierté de ce que j'ai fait comme président. J'ai augmenté le nombre de personnels hospitaliers de près de 35 000 personnes. On a certes supprimé des lits, mais on en a ouvert d'autres. On a maintenu le niveau de qualité des hôpitaux. On a amélioré le statut des personnels soignants, notamment des infirmiers et des infirmières. Voilà. Mais ce n'est pas suffisant. Mais il est vrai aussi qu'on a été frappé par une épidémie qui a été d'une ampleur considérable et imprévisible. Et donc ça aurait été sur les masques, j'ai déjà dit. Non, mais ça veut dire que l'épidémie, ce qu'on a vécu aujourd'hui, ce qu'on a vécu il y a un an, tout pouvoir aurait vécu ça de la même manière. Ah bah oui, ça, je pense que tout pouvoir. Après, en gros, c'est pas forcément de la faute au pouvoir actuel. Bon, ça serait trop simple de dire voilà ce que nous aurions fait, c'eût été forcément mieux. Je pense que c'était une crise d'une ampleur inédite, une crise mondiale, avec un virus dont on voit le caractère mutant. Bon, donc après, on peut regarder dans le détail des choses, ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été bien communiqué, ce qui a été peut-être mal organisé. Mais ce serait trop simple de le faire. Et moi, je préfère plutôt essayer d'appeler à la cohésion nationale, mais aussi la responsabilité qu'ont les pouvoirs publics dans cette phase-là, d'associer les forces vives, d'associer les groupes parlementaires, l'opposition comme la majorité, et de faire confiance aux élus locaux. Un sujet aussi que vous connaissez bien, c'est le problème sans doute de la recherche. Parce qu'on se demande pourquoi aujourd'hui la France est un des seuls pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas avoir trouvé de vaccin. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne pense pas que ce soit d'être membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Non, mais ça veut dire que c'est un pays qui compte. Vous donne des possibilités de vacciner. Non, mais c'est un pays qui compte. Mais c'est un pays qui compte. Il n'y a pas de vaccin. Il y a un problème avec la recherche, il y a un problème avec les laboratoires, il y a un problème avec l'administration.
qui joue pas son rôle? Mais pourquoi accuser l'administration? De quoi serait-elle responsable? Qui n'a pas pris les bonnes Il y a des décisions? grands laboratoires en France. Sur ce sujet-là, ils ne sont pas au rendez-vous quand d'autres le sont. Et alors? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politique de Non, mais c'est recherche. quoi? C'est le Il y a problème des du monde? crédits impôts recherche qui sont dispensés. Il y a de grands laboratoires publics qui travaillent. Il y a Pasteur qui fait ce que cet institut peut faire. Qui a renoncé. Donc voilà, je suis aussi triste que vous, que ce ne soit pas un vaccin français qui soit aujourd'hui disponible. Mais quand on y réfléchit bien, ce qui compte aujourd'hui, c'est pas de savoir quelle est l'origine du vaccin, c'est de savoir de combien de vaccins on va disposer. Et alors justement, Emmanuel pour, Macron, il dit faire en d'ici sorte- la je fin de souhaite, l'été, voilà. si C'est la fin de le l'été, tous les président Français s'est qui le engagé sur cet objectif, Ouais. eh bien, souhaitons que cet objectif soit atteint. Vous y croyez? Et je veux y croire, je ne vais pas commencer à douter. Le président a fixé cet objectif. Faisons en sorte que les pouvoirs publics s'organisent et que les vaccins soient disponibles pour que, à la fin de l'été, tous les Français soient vaccinés. En ce qui concerne la crise, on aura abondamment entendu parler d'un monde d'après où rien ne sera plus ou ne serait plus comme avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça signifie? Et qu'est-ce que ça implique? Bien sûr qu'il y aura des leçons à tirer, des conclusions, on les connaît. D'abord, de pouvoir relancer l'économie, parce qu'elle sera très affectée. Elle l'est déjà, mais lorsque les aides qui ont été apportées, le chômage partiel, les PGE seront en voie d'extinction. Et donc le problème de la dette aussi après, la dette Covid. Oui, mais d'abord il y a l'économie réelle. Donc celle-là, il va falloir... chômage. Oui, il va falloir la soutenir et lutter une nouvelle fois, comme je l'ai fait durant mon quinquennat, contre le chômage et notamment celui des jeunes, puisque ce sont eux qui vont avoir le plus de mal à rentrer sur le marché du travail quand on sait que le nombre de recrutements est particulièrement faible. Deuxièmement, il y a des territoires qui vont souffrir, notamment ceux sur lesquels il y a des industries qui, justement, étaient celles sur lesquelles nous espérions pouvoir construire une croissance. Notamment l'industrie aéronautique. L'aéronautique, l'automobile vont qui touche des régions entières, très particulières et entières. Et je pense aussi à leurs sous-traitants. Plus le tourisme. Troisièmement, il y a le tourisme. Vous voyez ce qui se passe dans les stations de sport d'hiver, dans les restaurations, dans les hôtels. Et donc, souhaitons qu'on puisse avoir un été comme le précédent qui puisse accueillir de nombreux visiteurs. Mais il se trouve que là aussi, il y aura des restructurations qui seront nécessaires, des soutiens qui devront demeurer. Mais au-delà de la relance, et je pense qu'il faut en faire davantage que ce qui est aujourd'hui prévu. Ça veut dire je crois que les plans de relance, je ne parle pas des plans de soutien qui étaient dans l'urgence, je parle des plans de relance structurels dans les prochaines années, devront être rehaussés, parce qu'on a à la fois besoin de créer de l'activité, de l'emploi, et d'assurer la transition énergétique et écologique. Donc ça veut dire deux leviers qu'il faut absolument utiliser. Après, il y a la question de la dette, et là aussi, même si c'est quand même une heureuse configuration de pouvoir emprunter à des taux aussi faibles, mais il n'empêche que le niveau de la dette a des... On va arriver à 120, 130%. Oui, à des formes qui pourraient commencer à inquiéter. Donc, utilisons les 2-3 prochaines années. Nous savons qu'à ce moment-là, les taux d'intérêt vont rester faibles pour emprunter et pour gérer au mieux la dette publique. Mais nous savons aussi que nous aurons à faire, à partir des années 2023-2024, des efforts pour retrouver une trajectoire, disons, supportable pour les économies. Autre dossier de fond, autre dossier qui vous concerne et qui vous intéresse, c'est le dossier de l'environnement et du climat. Il y a cette affaire du siècle. L'État a été condamné mercredi pour carence fautive dans la lutte contre le réchauffement climatique et juge illégal, c'est le tribunal administratif, le non-respect de ses engagements de réduction des gaz à effet de serre. L'État, c'est Emmanuel Macron aujourd'hui, c'était vous hier, c'était Nicolas Sarkozy, c'était Jacques Chirac, tous responsables, tous coupables? Non, je ne peux pas non plus accepter cette présentation. Non, mais c'est une question. Oui, donc c'est une présentation. Mais est-ce que c'est la justice qui doit... Je suis le président qui a permis de réaliser, je crois, un accord historique qui est la COP21 et l'accord de Paris. C'est sur la base, d'ailleurs, des engagements de la France, comme de tous les pays qui ont souscrit à cet objectif, que les tribunaux peuvent avancer.
Est-ce que c'est légitime que les tribunaux se prononcent là-dessus? Tribunaux administratifs. Oui, Il s'agit là du rôle de l'État et de sa responsabilité. Et donc, dès lors que l'État fixe dans sa programmation un certain nombre d'objectifs, il doit s'y tenir. Alors après, la responsabilité, vous l'avez, elle est symbolique. C'est un rappel à l'ordre que le tribunal administratif envoie. Et je crois qu'il doit être entendu pour accélérer et amplifier, pas simplement pour corriger, pour accélérer et amplifier l'effort que nous devons engager pour respecter non seulement l'accord de Paris, mais aussi les objectifs que nous avons posés au niveau européen de la neutralité carbone. Est-ce que dans ce contexte, vous êtes favorable, comme l'a proposé Emmanuel Macron, à l'organisation d'un référendum sur le climat? Est-ce que ça aurait un intérêt ou pas? Non, moi, je ne veux pas rentrer dans ce type de débat. Je pense que nous avons un ordre juridique, on le voit bien, qui est assez solide. Ensuite, il y a eu la Convention citoyenne qui a fait une proposition. Ensuite, c'est aux assemblées de savoir ce qu'elles ont à faire et de savoir quels textes elles peuvent éventuellement voter. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans le débat politique du référendum. Du référendum. Alors, vous avez été confronté, François Hollande, pendant votre mandat au terrorisme, à la barbarie islamiste, avec en 2015 les attentats, les massacres de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher, du Bataclan, après des terrasses de café à Paris, Nice 2016. Comment on vit de tels moments quand on est à la tête de l'État? Je sais que vous l'avez déjà dit, mais c'est bien de vous entendre à ce sujet. Comme chef de l'État, je m'étais forcément préparé à connaître des épreuves. Mais à ce niveau oui. Je rappelle que comme candidat, en 2012... Vous avez connu Toulouse. Il y a eu Toulouse et Montauban et une tragédie épouvantable. Et je me souviens d'avoir visité l'école où... Aux Oratoires à Toulouse. Le terroriste avait frappé. Donc je savais que le terrorisme était là, le terrorisme islamiste... progressé. J'en avais d'ailleurs des témoignages à travers des attentats que nous avions déjà déjoués et des départs de citoyens français vers les zones de conflit de l'Irak et de la Syrie. Donc je m'étais préparé, mais jamais on ne peut savoir ce que va être sa propre réaction face à la barbarie. Donc j'ai pris ces épreuves comme... d'abord une obligation, l'obligation qui m'était faite d'assurer la cohésion de la nation. Et même si j'avais des émotions, même si j'étais traversé de sentiments multiples et d'effroi, parce que la rédaction de Charlie Hebdo, je la connaissais presque tous les participants, et donc toutes les victimes. Donc je savais ce que ça représentait pour les familles concernées, pour moi-même en tant qu'ami de tous ces journalistes. De la même façon, sur l'Hypercacher, je savais ce que représentait ce crime antisémite, de ce qu'il pouvait provoquer. Donc ma seule attitude, c'était d'assurer la cohésion et l'unité de la nation. Et je vais vous rappeler un souvenir. 2015, vous m'aviez dit à l'époque que même l'attentat contre Charlie Hebdo, avait une dimension antisémite. Qu'est-ce qui vous a fait dire ça à l'époque? Ça a été dit d'ailleurs dans le procès aussi par... un homme admirable qui est le directeur de l'imprimerie où s'étaient réfugiés et vous faisiez allusion, c'est pour ça que je voulais vous laisser le dire, vous faisiez allusion à ce qui s'était passé à l'imprimerie. Rappelez à nos éditeurs pourquoi vous disiez ça. Donc je reviens sur cet imprimeur admirable qui a témoigné au procès, qui a soigné les terroristes qui s'étaient réfugiés, le terroriste, un des deux terroristes qui s'étaient réfugiés chez lui, qui a fait... d'abord par humanité, mais aussi sans doute parce qu'il n'en avait pas le choix, mais qui a fait des actes auprès de soins auprès de ce terroriste. Au moment où il en avait terminé, un des deux terroristes... Les frères Kouachi. Les frères Kouachi, oui, pour ne pas les nommer, lui a demandé ce qu'il faisait, qu'il était chef d'entreprise. Et il lui a dit, mais il lui a posé la question, est-ce qu'il n'était pas juif? Parce que pour cet individu, être chef d'entreprise, c'est être juif. Comme si c'était... Avoir de l'argent, c'est être juif. Hein, c'est ce qui a conduit à l'assassinat d'Ilan Halimi. Donc voilà ce que ce fondamentalisme peut contenir. Il y a toujours une dimension
antisémite, mais il y a aussi une dimension contre le mode de vie, contre ce que nous représentons, contre la démocratie et contre la cohésion de notre société. Et chaque fois, je l'ai répété, je le fais encore à votre micro, les musulmans sont les premières victimes du terrorisme islamiste. C'est eux qui en payent le prix le plus élevé. Alors là où ils vivent encore aujourd'hui, au Mali ou au Pakistan ou en Afghanistan, regardez ce qui se passe. C'est toujours eux qui souffrent, et en Syrie, en Irak. Mais ils souffrent aussi en France. On n'a jamais suffisamment répété et rappelé. Parmi les victimes du Bataclan, combien étaient de confession musulmane? Et lorsqu'il y a eu le 14 juillet à Nice, parmi les victimes qu'on a relevées, des enfants, des mères de famille, qui étaient de confession musulmane. Et alors, tout au long de votre mandat, plusieurs reprises, vous avez fait le lien entre antisémitisme et antisionisme. Cet antisémitisme des quartiers populaires, d'une jeunesse radicalisée, obnubilée par la haine d'Israël, comment on en est arrivé là? Bon, l'antisémitisme est une plaie que hélas, notre pays n'a jamais complètement refermée. Bon, n'oublions jamais ce qui s'est produit quand même dans notre histoire. Bon. Et dans les quartiers populaires, la défense qui pouvait se comprendre de la cause palestinienne a dérivé, a été utilisée, a été manipulée pour faire confusion. On peut défendre le droit des Palestiniens à avoir un État sans nier l'État d'Israël et sans considérer que chaque juif est un Israélien. Donc cette manipulation, cette instrumentalisation a eu des conséquences douloureuses, dramatiques. D'où cet antisémitisme et cet antisémitisme que l'on peut retrouver dans des quartiers populaires comme on l'a connu dans les quartiers privilégiés, encore aujourd'hui dans un autre temps. Mais c'est vrai que ça existe. Et le nier, c'est de ne pas rendre service aux populations de ces quartiers. C'est de ne pas faire l'effort d'aller leur faire comprendre. Et si j'ai un rôle encore aujourd'hui comme ancien président, où je me déplace, où je fais des livres pour expliquer ce qu'est la République, la laïcité, l'État, c'est de leur dire ça. C'est de leur dire tout simplement qu'on peut défendre aujourd'hui des causes sans pour autant tomber dans la haine. République, laïcité, est-ce que vous soutenez le projet de loi confortant les principes républicains qui entend lutter contre l'islamisme radical? Non, mais je suis un ancien président, je n'ai pas à soutenir ou à contester un projet de loi. Ce que j'ai à dire, est-ce qu'il tombe bien ou pas? C'est ça les questions. Écoutez, il est là. Bon, il y a sûrement des ajouts et des compléments et notamment un qui m'est paru nécessaire, c'est le délit d'appel à la haine sur les réseaux sociaux. Parce que plusieurs fois j'ai eu à favoriser l'évolution de la législation, si on peut encore la compléter sans tomber dans un texte ou d'une formule qui serait contraire à la Constitution, je pense qu'il faut aller dans cette direction. Il y a toujours des compléments, mais il faut d'abord rappeler que les lois laïques, elles doivent être appliquées strictement, c'est tout. Quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon, votre ancien camarade Jean-Luc Mélenchon, affirmer, je le cite, qu'il y a dans ce pays une haine des musulmans déguisée en laïcité, est-ce que vous l'approuvez? Et puis, qu'est-ce que ça dit de l'évolution de la gauche, de cette gauche, François Hollande? Qu'il y ait un racisme qui touche les musulmans... non, la haine des musulmans déguisée en laïcité, c'est pas la même chose. Commençons par ce qu'est la réalité. Il y a du racisme dont les musulmans ont à souffrir, c'est vrai ça. Bien sûr. Bon, donc ensuite, la laïcité, elle n'est pas contre les musulmans, pas plus qu'elle est contre les catholiques ou contre les juifs. Elle est pour permettre la liberté de culte et la liberté de conscience et assurer la neutralité de l'État et faire qu'aucune religion ne vienne interférer dans les lieux où elle n'a pas sa place. Quelle plus belle définition de la liberté. Donc la laïcité, elle n'est pas contre une religion et encore moins... Elle est pour les religions peut-être quelque part. Elle n'est pas pour la religion, mais elle est pour l'exercice de la reconnaissance que la liberté de conscience est possible en France. Et je dis souvent à des jeunes, puisque j'en vois beaucoup, je leur ai dit, mais quelle chance vous avez de vivre dans un pays comme la France. Oui. Quelle chance. Vous pouvez avoir des conditions sociales que vous réprouvez, vous pouvez vous plaindre de l'injustice, des inégalités, il y a de quoi. Mais quelle chance vous avez pour votre propre liberté. Vous pouvez croire ou ne pas croire.
Il n'y a pas de religion d'État. Dans beaucoup de pays, hein, y compris les pays démocratiques, il y a des religions d'État. Vous pouvez... Aux États-Unis, le président porte en France, prête serment sur la vie. En France, aucune religion ne vient interférer. Quelle chance vous avez. Vous pouvez en plus avoir librement l'exercice du culte. Il y a des pays où on ne peut pas avoir l'exercice de son propre culte. Donc, et comme il y a, je trouve en ce moment beaucoup de jeunes qui sont très préoccupés, je les comprends parfaitement, je partage leur combat sur le sort des Ouïghours. Mmh. Donc, en France, on traiterait une minorité comme celle-là. D'où la question que je vous ai posée sur Jean-Luc Mélenchon. Hein. Donc, oui, je peux y revenir. Mais vous voyez, c'est ça qu'il faut expliquer aux jeunes. Et ça, c'est mon rôle. Après, prétendre qu'un texte de loi qui vise, même si j'en partage pas forcément tous les éléments, mais c'est pas le problème, qu'un texte de loi puisse être regardé comme un texte contre les musulmans, ce n'est pas favoriser la concorde nationale. Alors, autre sujet, j'allais dire Jean-Luc Mélenchon. Non, ça vous fait bien de rectifier, oui. Voilà, François Hollande, président de la République, vous avez lancé en 2013 l'opération Serval au Mali, suivie par l'opération Barkhane en 2014, visant à lutter contre les groupes armés salafistes djihadistes au Sahel. Depuis, 57 militaires français sont morts en opération. 8 ans après le début de ces opérations, est-ce que ces morts vous font regretter d'avoir pris cette décision ? Parce que certains aujourd'hui disent, on ne va pas reciter, mais notamment Mélenchon, il faut que les soldats français reviennent en France. Chaque fois qu'il y a un soldat qui meurt, un soldat français, qui meurt au Mali ou dans la zone sahélienne, je me sens responsable. C'est moi qui ai décidé cette opération. Chaque fois qu'un soldat est blessé, je suis conscient que si je ne l'avais pas décidé, il n'aurait pas à souffrir de cette blessure. Et donc, quand on prend une décision aussi lourde, aussi grave que d'engager des forces armées françaises comme président de la République sur un théâtre extérieur, on ne peut pas ensuite se dégager de la responsabilité de cette décision. Et est-ce que ça vous fait dire que vous avez eu tort ? J'y viens. Et donc, je me sens comptable, responsable du choix qui a été fait. Est-ce que j'ai eu tort de prendre cette décision ? Mais pas du tout, et je la revendique encore. Heureusement que j'ai répondu à l'appel des chefs d'État africains de la région et du président du Mali de l'époque et décidé de l'intervention française. Sinon, le Mali, mais pas simplement le Mali, la zone sahélienne serait aujourd'hui sous le joug des terroristes islamistes. Et c'est la France, et elle doit être fière, qui a cassé ce processus. Alors nous y sommes encore. Nous y sommes encore parce que même si nous avons repoussé les djihadistes, même si on a eu des résultats avec les forces africaines qui sont tangibles, il y a ce poison du terrorisme qui demeure. Pas simplement d'ailleurs au Mali, on le voit au Burkina Faso, au Niger, au Nigeria, et les pays de l'ouest de l'Afrique sont menacés toujours. Et vous dites sans les soldats français, aujourd'hui, ça serait pire. Bien sûr que, heureusement... Daesh serait au Sahel. Oui, Daesh, Al-Qaïda. Mais ce qui est intéressant, ce serait, pour répondre à votre question, de défendre la position si les Africains, eux, ne la défendaient plus. Si les Africains nous demandaient, les Maliens notamment, de ne plus être dans la zone que nous avons aujourd'hui en responsabilité avec l'armée malienne ou avec d'autres armées de l'Ouest africain, à ce moment-là, je vous dirais, oui, retirons-nous, puisque nous ne sommes plus souhaités, puisque notre concours n'est plus désiré. Je le regretterais, parce que ce serait un risque très sérieux, mais ce n'est pas ce qui nous est demandé, au contraire. Et donc aujourd'hui, vous dites... Non seulement il faut être conscient que c'est notre intervention qui a évité que l'ouest de l'Afrique bascule dans le terrorisme islamiste, mais en plus, il faut y rester en accord, en complément de ce que les Africains font pour leur propre sécurité. Alors, une question aussi à l'ancien président. Est-ce que vous confirmez que vous avez donné l'ordre d'opération Homo contre des chefs terroristes, Homo comme homicide,
des chefs terroristes pendant votre mandat de président de la République. Je n'ai pas à revenir là-dessus. Mais vous l'avez fait ou pas? Mais quand il m'a été dit qu'on pouvait frapper des terroristes qui avaient eux-mêmes attaqué les forces françaises, bien sûr que j'ai approuvé ces opérations. Donc vous l'avez fait? Je vous dis exactement ce qu'est la réalité, c'est-à-dire que lorsque, comme président de la République, il m'a été donné des situations qui justifiaient une intervention militaire, elle a été faite, mais comme elle est faite, j'allais dire, très régulièrement, comme ça a été fait en Syrie et au Mali, quand nous avons été saisis de cette possibilité. Ça s'appelle faire la guerre, c'est pas d'autre mot. Et c'est la responsabilité du président de la République, l'une des responsabilités les plus importantes. Oui, ça peut se faire à un niveau qui n'est pas forcément celui du président de la République, mais ça remonte généralement au président de la République quand il y a une opération d'envergure qui doit être faite. On revient en France, François Hollande. Quand vous entendez, et au Parti Socialiste, puisque c'est votre famille politique, quand vous entendez Olivier Faure, vous accusez, comme il a fait, c'était le 10 janvier ici, Radio J, d'avoir mis le PS à terre. Il vous a rendu aussi responsable de la débâcle du PS en 2017 et de tirer en permanence contre votre camp, c'est-à-dire contre le Parti Socialiste. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ce que je pense, c'est que il faut être conscient de ce que le Parti Socialiste, dans son histoire, a pu apporter pendant ces 40 dernières années. Vous avez voulu retracer la vie de la gauche à travers ma propre existence et ma propre carrière politique. Mais vous êtes celui qui est resté le plus longtemps à la tête du Parti Socialiste. Oui, de François Mitterrand jusqu'à moi-même, nous avons fait avancer la France. C'est ce qui donne au Parti Socialiste, ou ce qui pourrait lui donner, confiance dans son destin. C'est-à-dire que nous avons été justement là pour faire accomplir à la France de grands progrès et de l'adapter aussi, quand il était nécessaire, à des réalités, parce que c'est notre rôle quand on veut gouverner et quand on veut présider l'État. Ensuite, il faut avoir conscience que la démocratie a besoin d'une grande force politique à gauche. Et c'est plus le cas aujourd'hui? Ce n'est pas le cas. Donc il faut la refaire, cette force politique. Et ça, à mon sens, c'est le mouvement socialiste qui doit en être le cœur. Mais qu'est-ce que vous pour le rassembler ensuite, pour rassembler cette gauche nécessairement. Mais c'est la condition pour... Et alors Olivier Faure qui vous accuse de tous les maux de la terre ou de la gauche. Je ne vais pas compliquer la vie de la gauche en faisant des polémiques inutiles. Je ne suis pas du tout dans l'esprit d'affaiblir ma famille politique. Elle est suffisamment affaiblie. Et si j'ai un message, c'est qu'elle se renforce, c'est qu'elle reprenne confiance en elle-même, c'est qu'elle renouvelle autant qu'il est possible ses idées tout en étant fière de son histoire. Il n'y a pas de parti politique d'avenir s'il n'y a pas une histoire, une culture à porter. Et voilà. Alors, est-ce que le PS aujourd'hui incarne l'alternative? C'est ce que vous aviez demandé en début janvier dans le Sud-Ouest. Est-ce qu'il a un leader? Pour l'instant, nous sommes loin de l'élection présidentielle, ça viendra. Il y a des personnalités qui peuvent jouer leur rôle. Mais ce qu'il faut, c'est d'abord proposer des idées, des projets, donner des perspectives, montrer qu'il y a dans le Parti socialiste suffisamment de talent pour qu'il y ait une possibilité de gouverner, puis ensuite de rassembler la gauche, en tout cas celle qui veut se rassembler. Et de ne pas appeler simplement à l'union avec des personnalités ou des éléments de la gauche qui, aujourd'hui, ne sont pas dans cet état d'esprit. Mais quand on vous accuse d'être responsable de la débâcle du PS, ça doit vous faire mal quand même, ces accusations? Mais je ne suis pas là pour dire mes états d'âme, mais je rappelle que je n'ai pas été candidat en 2017. Et que le candidat qui avait été choisi par les socialistes n'est plus socialiste. Et qu'est-ce qui vous a fait perdre en 2017? C'est quoi? C'est vous? C'est ce que vous avez fait ou pas fait? C'est les livres qui ont été écrits sur vous, ceux de Valérie Trierweiler ou de David Elam? C'est quoi? Non. Ou c'est les frondeurs? C'est la division qui fait perdre toujours. C'est le rassemblement qui fait gagner. Donc c'est assez simple comme règle de conduite. Quand une majorité n'est pas cohérente, elle s'expose. Quand on met des procédures, une primaire pour... le choix du candidat à la présidence de la République, alors qu'on a le président de la République dans sa famille, on rend les choses plus difficiles. Puis ensuite, il y a la réalité. Nous n'étions pas non plus dans une dynamique qui nous faisait penser que nous pouvions gagner facilement.
la droite était forte, on pensait qu'elle pouvait gagner l'élection présidentielle. En fait, elle ne l'a pas gagnée. Donc ça aurait dû peut-être conduire à plus de prudence des uns et des autres. Emmanuel Macron, il vous a roulé dans la farine. Non, mais je ne veux pas. Comment il a réussi à exprimer comme ça, c'est pas du tout le sens de ma présence ici. Ouais. La vie politique n'est pas faite tout simplement de comportements de déloyauté ou d'infidélité. La vie politique, elle est faite de concurrence entre les personnes. Après, quand vous l'avez vu arriver à l'Élysée, quand vous l'avez fait arriver à l'Élysée, parce que vous avez dû trouver à l'époque c'était une personnalité intéressante, vous ne vous imaginez pas qu'un jour il serait président de la République et juste après vous? Non, mais il y a toujours des circonstances et il a su, Emmanuel Macron, utiliser des circonstances. Mais la responsabilité principale, elle est dans les forces politiques. Si les forces politiques, à droite comme à gauche, avaient été au rendez-vous, Emmanuel Macron, quels que soient ses désirs, ses ambitions et ses qualités, n'aurait pas pu être président de la République. Vous parliez de l'avenir de la gauche. Il y a un sondage Ipsos. Je sais que c'est ponctuel, qu'on est à 1 an et demi à 15 mois de la présidentielle. Il indique que la gauche apparaît très affaiblie à 15 mois de l'élection. Une gauche divisée obtiendrait de très faibles scores, moins de 10% pour chacun des candidats, que ce soit Anne Hidalgo, 8%, Arnaud Montebourg 4%, Yannick Jadot 7%. Seule une candidature du PS et des Verts arriverait en 3e position. Et vous-même, vous êtes crédité de 6%. Ça vous désespère tout ça ou pas? Je suis crédité de rien du tout, puisque je ne suis pas candidat. En tout cas, il y a un sondage qui indique ça. Donc, qu'est-ce que peut dire un sondage lorsqu'il interroge des Français sur une élection dans plus d'1 an et demi et par rapport à des candidats qui ne sont pas déclarés? Bon, ben voilà. Ce que ce sondage indique simplement, et c'est déjà beaucoup, c'est que la gauche a un effort considérable à faire pour apparaître crédible, audacieuse, rassemblée pour ce qui peut éventuellement former une coalition pour gouverner. Et c'est justement le travail qui reste à faire jusqu'à l'élection présidentielle. Il peut être encore fait. Bah, heureusement qu'il peut être fait. Et c'est un sens aujourd'hui d'être socialiste ou pas? En tout cas, pour moi, ça a toujours le même sens, c'est-à-dire faire en sorte que l'ordre des choses puisse être corrigé, que les inégalités puissent être réduites, que la France puisse être capable de montrer un modèle de vie en commun, de faire en sorte que nous puissions avoir une économie qui puisse être compatible avec les exigences climatiques. Je pense que la social-démocratie ou le socialisme sont effectivement mieux préparés que d'autres, le libéralisme, le souverainisme, le nationalisme, ou le collectivisme pour ceux qui y pensent encore, ou le rien du tout. Oui, bah, je pense que c'est mieux que le rien du tout. Et vous croyez que ça peut attirer les Français? Mais c'est pas une question de croyance, c'est à nous de les convaincre, et aux socialistes en particulier, ou à la gauche, de convaincre qu'elle a les solutions. Pour l'après-crise. Pour l'après-crise. Est-ce que le pire est possible aujourd'hui? Beaucoup de décideurs, d'acteurs politiques syndicaux constatent que le pays est à cran. Sur quoi ça peut déboucher? Une expérience sociale? Comment l'éviter? Peut-être, je ne sais pas si vous avez envie d'en parler, quels conseils vous donneriez à Emmanuel Macron pour éviter tout ça? Non, je ne veux pas donner de conseils à Emmanuel Macron, mais plutôt des conseils à tous les citoyens. S'ils veulent éviter le pire, il faut qu'ils s'engagent pour le meilleur. L'engagement, c'est finalement notre premier devoir de citoyen. Donc si on pense qu'il y a un risque d'extrême droite, c'est bien arrivé aux États-Unis que l'extrême droite arrive au pouvoir, parce que maintenant il n'y a plus de doute sur ce que représentait Trump. Donc si on veut conjurer cette éventualité, qui n'est pas du tout une fatalité, il faut s'engager. Et il faut aussi que on puisse montrer qu'il y a un avenir, parce que les citoyens, quelquefois, prennent les pires solutions quand ils doutent de l'avenir. Donc c'est ça le rôle des citoyens, parce qu'ils doivent être quand même appelés à une forme de responsabilité, et le rôle de tous ceux qui ont vocation à parler au nom des autres, c'est-à-dire les politiques, à être à la hauteur. Et comment être à la hauteur ? Au-delà de l'exemplarité de son comportement, c'est en avançant des idées et des projets, et en montrant qu'il y a un espoir possible. C'est ce qui manque au PS aujourd'hui. C'est ce qui manque pas simplement au Parti socialiste, c'est ce qui manque à la vie politique. Montrer de l'enthousiasme, de l'envie, de l'espoir et de la crédibilité, parce qu'on ne peut pas non plus vendre de l'illusion. Et c'est pour ça qu'il y a un effort collectif à faire. Si on pensait qu'on était dans une période, j'allais dire, banale. Non, on est dans une période de crise pandémique aujourd'hui, économique et sociale demain.
Si on pensait que les démocraties étaient établies pour toujours, on pourrait se moquer de l'engagement, de la participation civique. Si on pensait qu'on était dans des sociétés calmes, paisibles, mais on voit bien la violence. Si on pensait qu'on n'était pas face à des menaces, on a parlé du terrorisme, on a parlé aussi de ce que peut être l'attitude des puissances contre ce que nous représentons, on pourrait être tranquille. Eh ben non, on ne peut plus être tranquille. Il faut qu'on soit toujours, non pas fébrile, ça c'est pas la bonne attitude, mais il faut qu'on soit toujours pleinement engagé. On ne peut plus être tranquille, c'est-à-dire à cause de la crise sanitaire, à cause de la crise sociale qui Parce qu'on est dans des temps lourds, difficiles, compliqués. Crise sanitaire, terrorisme, social, économique. Accumulation de crises, défiance à l'égard de la politique, contestation de l'idée même de démocratie, de ce qu'elle représente. Quand on est en face d'autant de défis, franchement, où il y a deux attitudes possibles. Où on se replie, on reste chez soi, on attend que ça passe, ou on s'engage. Ceux qui m'écoutent doivent s'engager. On s'engage, et d'ailleurs vous êtes engagé. Vous avez subi une haine quand vous étiez président de la République, la même aujourd'hui que subit Emmanuel Macron. C'est dû à quoi ça? Est-ce que ça peut donner envie aux nouvelles générations de faire la politique? Non, ne confondez pas l'impopularité, qui était réelle, avec la haine. Je ne crois pas avoir été impopularité de ce sentiment qui n'est pas acceptable. Et cette haine actuelle contre le président Macron? Oui, qui n'est pas acceptable. Parce qu'on peut... Délégitimation que, comme vous l'avez subi, de votre élection de président de la République, comme celle d'Emmanuel Macron. Non, il n'y a aucune délégitimation d'une élection quand elle s'est passée dans le respect des règles et avec le pluralisme. Non, mais certains disent que... Donc, il ne faut pas du tout entrer dans ce processus. Mais voilà, gouverner la France, d'ailleurs gouverner toutes les démocraties, c'est s'exposer à l'impopularité. Mais la haine, elle, doit être rejetée. Dernière question, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de la France? C'est conséquent, une question qui est à la suite de ce que vous venez de dire. Et quel conseil vous donneriez à vos enfants, à vos 4 enfants, et au-delà à la jeunesse pour réussir leur vie? De ne pas penser qu'ils la réussiront seuls. Puis c'est une leçon de la crise. On ne s'en sort qu'avec les autres. Ce qui nous manque dans cette phase-là de notre histoire, c'est la relation avec les autres. On s'est aperçu que être tout seul, c'était la pire des conditions. Donc voilà, ce qui vaut pour une période de crise où on est privé des autres, doit valoir pour une période de l'après-crise de vivre avec les autres. Et la grande question politique, c'est comment on fait pour vivre ensemble. Merci en tout cas François Hollande d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio J, à dimanche prochain. Merci.